C'est reparti pour une nouvelle semaine d'actualité MMA et démarrons avec une rétrospective de l'UFC Atlanta qui a eu lieu ce week-end avec notamment la victoire de Kamaru Usman, une performance old school comme on a pour habitude de dire, le genre de performance qui lui a permis à l'époque de devenir champion. Alors forcément, pour le grand public, ce n'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire, mais étant sur 3 défaites consécutives, on peut comprendre qu'il ait voulu mettre toutes les chances de son côté, et puis forcé de constater que ça lui a plutôt bien réussi, puisqu'il s'est imposé donc face à un Joaquin Buckley qui est resté tout de même, je trouve, dangereux jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il a cette capacité, Buckley, tout au long du combat, d'être très explosif, mais ça n'a pas été suffisant cette fois-ci. Pour en revenir à Ousmane, forcément la question qu'on se pose maintenant, ou en tout cas que beaucoup se posent, c'est la suivante. Est-il capable de redevenir champion à 38 ans, après quasiment 2 ans d'absence, et encore, on le sait, abîmé par l'usure d'une longue carrière? Personnellement, j'ai quand même du mal à y croire. J'ai trouvé que debout, sur sa défense, il n'était pas irréprochable, ou en tout cas, il a paru moins serein qu'à une certaine époque dans le domaine. Après, on peut aussi me dire c'est le ring rust, l'absence, et puis aussi Buckley en face qui a des angles de frappe très peu orthodoxes. Je peux l'entendre. Et puis, ce que je mets à son crédit, c'est que dans les premières phases de sa carrière, jusqu'à sa prise de ceinture, il était surtout connu pour sa lutte. Ensuite, pendant son règne, il a prouvé qu'il était extrêmement dangereux avec les poings. Et le fait aujourd'hui de nouveau nous sortir une grosse prestation de lutteur, je pense qu'il risque d'en faire cogiter plus d'un. Les mains risquent d'être basses et le jab, s'il est toujours aussi puissant qu'à l'époque, pourrait faire de gros dégâts. En conférence de presse, il a confié que ça a été très dur de revenir, que ce soit le fait de guérir ses blessures, de se repréparer mentalement, de se remettre de ses 3 défaites bien sûr, mais aussi sur le plan personnel, il a eu, semble-t-il, pas mal de choses à gérer. Il a aussi ressenti un manque de respect de la part des autres combattants. Beaucoup pensaient qu'il était fini et beaucoup aussi qu'il n'était plus capable de lutter. Forcément, après la performance du week-end, il est fort possible qu'il ait fait changer les avis. Interrogé aussi sur le trash talk de Buckley, il a assuré que ça ne l'atteignait pas du tout, que ce soit avant ou pendant le combat, et qu'il avait bien compris que c'était surtout une façon pour Buckley de mentalement rentrer dans son combat. Il a aussi été très clair, si un combat contre Bilal Muhammad ne l'intéresse pas du tout, il est par contre convaincu qu'il mérite sa chance à la ceinture contre le vainqueur du combat entre Della Maddalena, le champion, et Makhachev qui monte d'une catégorie qui a laissé vacante celle des poids légers. Et il l'ajoute, si c'est le russe qui s'empare de la ceinture, alors le retentissement n'en sera que plus gros, puisque ce serait le numéro 1 au classement pound for pound contre l'ancien numéro 1 de ce même classement. Quelque chose par contre que j'ai pas trop compris, c'est parce que en argumentant, il donne un argument toujours pour avoir sa chance à la ceinture. Il parle de divertissement en expliquant que l'UFC est un business, etc. Et qu'il faut donc un combattant divertissant, un combattant qui plaît au public pour avoir la chance à la ceinture. Suite à ce qu'il a fait samedi soir, ok, c'est une grosse domination. Par contre, je suis pas sûr que ce soit le genre de performance qui plaise le plus aux fans et donc à Dana White. Et puis dernier point qui a été abordé, c'est une possible montée chez les poids moyens. À ce sujet, il est catégorique, il ne montera qu'à l'occasion d'un combat pour le titre. Et puis avant de passer à autre chose, je voulais quand même dire un mot de Joaquin Buckley. C'est une défaite qui fait mal, bien sûr, la première pour lui dans la catégorie. Maintenant, je pense qu'il peut en tirer des leçons. D'ailleurs, il l'a dit au micro, je reviendrai plus fort. On se doute bien qu'un travail sur la takedown defense va être très certainement fait. Il va perdre aussi quelques places au classement, bien sûr. Il était classé numéro 7 avant samedi soir. On peut s'attendre à ce que mardi, lorsque les classements vont être actualisés, il soit autour de la 10e place. Oui, il y a du monde devant lui. Oui, la route va être longue. Maintenant, je pense tout de même qu'il a des armes à faire valoir. Devenir champion, je ne sais pas, même si je ne l'exclus pas totalement. Par contre, se rapprocher du top 5 et nous offrir de bien belles prestations, ça, je suis plutôt confiant.
Il fait quand même partie de ces rares combattants qui ont la capacité d'être très puissants et donc très dangereux sur chacune de leurs frappes. Ils peuvent te mettre KO sur la première frappe de l'enchaînement comme sur la dernière. Et puis si je devais me risquer à faire les matchmakers, je le verrais bien pour notre plus grand plaisir, ou en tout cas pour mon plus grand plaisir, dans un duel de striker face à Carlos Prates. Et puis enfin, il nous a quand même fait une petite sortie sur les réseaux sociaux en expliquant que son camp d'entraînement s'était très bien passé, qu'il était prêt, mais qu'il n'a pas réussi à appliquer la stratégie, que Ousmane, grâce à sa lutte, a réussi à le neutraliser. Il ajoute aussi que l'Américain d'origine nigériane, Kamaru Usman, l'a surtout contrôlé au sol, mais lui a infligé au final assez peu de dégâts, mais que c'était bien vu de sa part, que c'était une très bonne stratégie, et il promet de revenir bien sûr plus fort par la suite. Sur cette carte, on a aussi malheureusement vu le français Oumar Sy s'incliner. C'était très serré, c'est vrai. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il a fait le nécessaire pour ne laisser aucun doute dans la tête des juges. Et espérons qu'il apprenne lui aussi de cette expérience et qu'il revienne plus fort, plus incisif et donc plus décisif. Lui aussi s'est exprimé en disant qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'il était passé totalement au travers, qu'il était quand même reconnaissant de l'opportunité que lui avait offert l'UFC, peut-être d'entrer dans le top 15 ou en tout cas de réellement s'en rapprocher. Il est très lucide sur la situation et forcément avec les ajustements nécessaires, on espère le voir crever l'écran ou en tout cas le voir percer le top 15 et nous offrir de bien belles oppositions lui aussi. En parlant de défaite, on en a un autre qui s'est incliné une fois de plus, lui pour le coup, c'est Cody Garbrandt. Alors les commentateurs disaient pendant le combat qu'il perdait de son explosivité au fur et à mesure que le temps s'égrenait. C'est vrai, je suis d'accord avec eux, mais j'ai surtout l'impression que son problème, il est mental, et quand passé la première reprise, il n'a pas réussi à s'imposer grâce à son explosivité justement, et sa puissance de frappe qui va avec, il perd patience ou il perd confiance, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est plus capable de rien proposer. Il a l'air à court de solutions en réalité, et puis il laisse son adversaire petit à petit venir le grignoter et donc le battre. Vous me direz pour les plus narquois d'entre vous que au moins cette fois-ci, il s'est pas fait mettre KO ou il ne s'est pas fait soumettre, et c'est vrai. Maintenant, ça reste une défaite de plus, la 4e consécutive, si je ne dis pas de bêtises. Il est plus classé, il se fait battre par un adversaire non classé. Je ne sais pas quelle est la suite pour lui, mais peut-être qu'il faudrait songer à passer à autre chose. Et puis dernier sujet concernant cet UFC Atlanta, qui n'a pas été le plus divertissant, faut être assez honnête, c'est Edman Shabazian. Alors il nous a pas sorti une performance de champion du monde, je suis d'accord avec vous. Ceci dit, il faut quand même mettre à son crédit le fait qu'il progresse à chacune de ses sorties. On l'a vu arriver très jeune à l'UFC, avec pas mal de pression sur les épaules. Je rappelle qu'il venait de la même équipe que Ronda Rousey. Les journalistes avaient les yeux rivés sur lui. On en parlait comme de la prochaine sensation, etc. Il a connu pas mal de revers, notamment face à Nassourdine Imavov. Il a eu l'humilité de se remettre en question et de changer d'équipe. Et encore une fois, forcé de constater que la progression est là. Je suis pas en train de vous dire qu'on parle du futur champion, encore une fois, mais ça fait plaisir, ce genre de combattant qui, on a l'impression, petit à petit, arrive à maturité et nous propose des prestations de plus en plus abouties. Et puis avant de passer à un autre sujet, je voulais quand même vous citer le commentaire de Nomoder qui me disait juste avant cet événement, je serais curieux de voir un match Kamaru Usman contre Makhachev, et on a Monsieur Ventriloque qui lui répondait, il y a tellement plus intéressant sportivement, Madalena, Shafkat, Sean Brady, Gary sont bien plus hypants. Ousmane est loin de son prime, il est trop usé physiquement. Je le vois prendre l'eau contre Buckley. Bon bah forcément, tu pouvais pas savoir avant le combat, moi aussi j'avais plutôt Buckley favori pour être très honnête. Ce que je te répondais, c'est que le Ousmane à son prime contre le Makhachev, en effet je prenais. Maintenant je pense personnellement, je ne sais pas ce que va choisir l'UFC, que Kamaru Usman, tout de suite contre Makhachev, j'ai pas forcément envie, mais s'il reprend une victoire contre un mec classé très haut, que ça soit Muhammad, que ce soit Brady, même Gary, pourquoi pas, ou Rakhmonov, là j'avais avoir envie de voir ça. Maintenant, bien sûr, c'est l'UFC qui va décider. Et d'ailleurs, je vais vous parler maintenant le combattant irlandais, disons, qui représente le plus le Brésil, le plus irlandais des combattants brésiliens, comme vous voulez, Ian Gary. Et oui, vous le savez, Ian Gary se vante de ne refuser personne, et ça, c'est vrai.
on peut mettre à son crédit, sauf qu'on a Sean Brady qui a déclaré qu'il voulait affronter un combattant classé au top, mais que si ça ne venait pas, alors il était prêt à affronter Gary, sauf que Gary aurait fait savoir à l'UFC qu'il ne voulait pas affronter Brady, donc lui. Hein. Ce à quoi Gary a forcément répondu, Sean Brady apparemment dit que je l'évite. Tout ça parce qu'en fait j'appelle Bilal Muhammad à le combattre. Mais si j'appelle Bilal Muhammad, c'est parce qu'il est l'ancien champion et qu'il est classé numéro 1 et en plus qu'il t'a mis KO. C'est vrai que Bilal Muhammad avait mis KO à Sean Brady, c'était la première défaite en carrière de Sean Brady bien sûr. Mais si tu veux Brady, je suis partant, je n'ai jamais dit non à personne et tout le monde le sait. Ce serait, c'est vrai, un très beau combat, un combat de contender encore une fois dans cette catégorie, magnifiquement bien fourni. Maintenant, je vais vous parler de Max Holloway. On est chez les poids légers, hein. Holloway est monté. On le sait, il va affronter Dustin Poirier. Et tout le monde parle de ce combat comme le dernier de Dustin Poirier. Poirier l'a annoncé. Voilà, t'as ce combat-là, tu sais, c'est les adieux de Dustin Poirier. C'est comme ça qu'on voit le combat. Maintenant, Max Holloway le rappelle. Ok, très bien, c'est son dernier combat et je suis très content d'en faire partie. Maintenant, mon but à moi, c'est de gâcher ses plans et d'avoir les mains levées à la fin de ce combat. Parce que moi, quand lui va se retirer, je serai toujours là. Et donc, on comprend, j'ai toujours une carrière à faire. C'est vrai que Holloway, on n'en parle pas du tout. On parle de Dustin Poirier, c'est ses adieux. On a envie de le voir gagner. Mais en face, c'est Holloway. Ce sont deux fan favorites, hein, comme on a pour habitude de dire. Deux combattants que le public adore. Il y en a forcément un qui va s'incliner. D'ailleurs, Poirier mène 2-0 contre Holloway. Hein. Faut le rappeler, une fois chez les poids plumes, une fois chez les poids légers. La belle va donc avoir lieu chez les poids légers. Et Max Holloway qui en rajoute une petite couche en disant que si vous voulez intéresser vos amis à l'UFC, si vous voulez embarquer quelqu'un dans le train UFC, alors dites-lui de se mettre devant sa télé le 19 juillet prochain à l'occasion de leur combat. Je suis plutôt d'accord avec lui, je pense que le spectacle devrait être au rendez-vous. Si je vous parle de Holloway, que je vous parle de Poirier, il y a un triangle amoureux là-dedans, et qui est le troisième? C'est tout simplement Justin Gaethje. Oui, ils se sont tous affrontés et battus les uns les autres. Le MMA, c'est pas des sciences, hein, je le dis à chaque fois. Poirier a battu Gaethje, Gaethje a rebattu Poirier, Poirier a battu Holloway, mais Holloway a battu Gaethje. Magnifique cette histoire, que des combats de dingue, en plus on a apprécié. Et Justin Gaethje, on le dit depuis un moment, il veut son combat pour le titre, il pense qu'il mérite, dès sa prochaine apparition, de combattre pour la ceinture. Et ce qu'il dit, hein, c'est que lui, il est sur 3 victoires pour une défaite lors de ses 4 derniers combats, et que Makhachev avait dit qu'il était partant pour affronter Justin Gaethje. Maintenant, malheureusement, que se passe-t-il? Makhachev monte d'une catégorie, et l'UFC choisit Oliveira, qui est sur un 2 victoires, 2 défaites sur ses 4 derniers combats, moins bien que lui, et un gars qui n'a jamais combattu chez les poids légers, Ilia Topuria, quand bien même il est champion de la catégorie inférieure, celle des poids plumes, et c'est donc eux qui vont s'affronter pour la ceinture. Donc il clarifie les choses. Écoutez, c'est soit je combats pour la ceinture, soit lors de mon prochain combat, je veux être compensé financièrement énormément parce que j'ai beaucoup trop à perdre. Donc au moins, si je perds, je prendrai un gros paquet d'argent. Et puis sinon, il n'est pas contre non plus prendre sa retraite. Comme on parle d'Ilia Topuria, il a fait lui aussi une petite sortie. Il explique que quand tu coupes le poids, quand ça devient très dur, il n'y a rien d'autre qui compte. On peut te donner un gros paquet d'argent, tu t'en fous. On peut te donner toutes les voitures dont tu as toujours rêvé, tu t'en fous. Et lui, il n'avait plus envie de passer par là. La perte de poids était trop compliquée pour aller chez les poids plumes. C'est en partie ce qui a motivé sa montée chez les poids légers. Il a aussi fait savoir qu'il n'en avait rien à faire de Paddy Pimblett, que Pimblett n'était personne dans la catégorie maintenant, et que très honnêtement, s'il devait choisir un combat, eh bien ce serait peut-être Paddy Pimblett, pour la simple et bonne raison qu'il le déteste. Vous vous doutez bien que Paddy Pimblett doit se frotter les mains. On va chez les poids coqs maintenant avec Petroyan. Vous le savez, il a un combat qui vient au mois de juillet. Eh bien, il nous a fait savoir qu'en réalité, l'UFC lui avait dit que s'il voulait, il pouvait rester sur la touche et qu'il combattrait pour la ceinture lors de son prochain combat. Mais lui avait envie d'être actif, c'est un combattant actif, donc il a préféré combattre et prendre le risque donc de perdre et de perdre en même temps son tour à la ceinture, de retourner dans la file d'attente. Une bonne nouvelle pour le français Morgan Charrière qui sera à l'UFC Nashville le 12 juillet prochain, et pas contre n'importe qui, contre Nate The Train Landwehr. Landwehr, il sort d'une contre-performance totale contre le Coréen, il s'est fait rouler dessus, mais par contre c'est un gars, quand il rentre dans la cage, tu sais qu'il va y avoir du sang, tu sais qu'il va tout donner. Oui, il est prenable bien sûr, c'est un striker, c'est un bourrin, il a une bonne takedown defense, il a fait ses armes au M1 en Europe de l'Est, donc forcément des lutteurs, il en a affronté. Je pense que pour Charrière, pour sa notoriété, c'est parfait. Mais attention, dans la cage, ça n'est pas gagné.
Alexander Volkanovski nous donne son avis sur la catégorie des poids lourds. Et d'après lui, quand tu es le champion, tu dois défendre la ceinture, c'est ta responsabilité. Tu dois être quelqu'un de raisonnablement actif. Et s'il y a un combattant intérim, un champion intérim, alors ça ne fait aucun sens de ne pas l'affronter. Et il dit à John Jones, hein, s'il te plaît, ne bloque pas la catégorie. On sait que tu as un palmarès de dingue, que tu es considéré comme le plus grand de tous les temps. Mais si tu ne veux pas combattre, s'il te plaît, retire-toi. Et ça me fait rebondir sur le commentaire de Ced MTL qui disait Jones a demandé Ngannou car il sait très bien que ça ne se fera pas. Il est en train de nous faire une McGregor pour essayer de prolonger sa hype force. Et moi, ce que je disais à chaque fois, c'est que Jones l'a dit en interview, je ne fais rien pour moins de 100 000 dollars depuis que j'ai la ceinture des poids lourds. Une séance de dédicace, une sortie en boîte de nuit, c'est 100 000 dollars. Donc je peux comprendre que John Jones veuille garder la ceinture le plus longtemps possible. Et c'est à l'UFC, d'après moi, de taper du poing sur la table et de trancher. Un peu d'annonce maintenant, Peyton Talbot tentera de rebondir de sa défaite face à Barcelos. Barcelos qu'on a vu ce week-end battre Cody Garbrandt en affrontant le 28 juin prochain à l'UFC 317 très prochainement Felipe Lima. Arman Saroukian et Tony Ferguson seront les coachs d'une nouvelle saison de Hype Fighting. Vous le savez, hein, c'est le show de télé-réalité russe, un peu le petit frère de l'Ultimate Fighter. En général, c'est tourné en Thaïlande. Et puis pour terminer, Jairzinho Rozenstruik ne fait plus partie de l'UFC. On en a déjà parlé. Ce week-end, il faisait ses débuts au Dirty Boxing, l'organisation créée par Mike Perry, qui marche plutôt bien. Il y avait des guests, il y avait John Jones, il y avait Paige Van Zandt dans le public, bien sûr. Et notre ami Rozenstruik s'est imposé par KO. Le Grand Pound à la suite, il est resté debout. Pourquoi? Parce qu'au Dirty Boxing, c'est de la boxe avec des gants de MMA. T'as le droit au coup de coude, t'as le droit au Grand Pound, mais il faut que tes deux pieds soient par terre lors du Grand Pound. C'est vrai qu'il y a un côté très violent à ça. Je trouve qu'en ce moment, avec toutes les ligues de combat, il y en a pour tous les goûts. Et il y a de quoi se régaler. Les amis, merci d'avoir suivi. C'était le moment MMA. J'espère que vous avez eu votre dose d'actualité. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Salut et pensez à me suivre sur Patreon, etc. C'est gratuit. Vous le savez. Passez une bonne soirée. Salut.